Bienvenue à tous. Rencontre de prise de contact et d'échange de Frédéric Joël Aïvo avec les populations à la base. Bien banal. Au départ, le dialogue itinérant en lien avec 2021 initié par le constitutionnaliste, professeur de droit et ancien douanier de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi semble avoir pris de l'étoffe, mais aussi en but désormais à bien des obstacles. Plus de descentes de terrain sans pratiquement sommation des forces de l'ordre omniprésentes, même sans invitation aucune. Porto Novo, la ville capitale, aurait été ce week-end l'illustration parfaite de ce que d'aucuns qualifient d'acharnement contre une initiative républicaine. La rencontre a failli être déportée, rapporte-t-on, dans l'enceinte du commissariat central de la ville. Dialogue itinérant et fréquentes interventions de forces de l'ordre, de la régulation ou de l'intimidation voilée. Le sujet au menu de l'émission Débat du jour, au travers le décryptage de deux professionnels des médias. Jospezo Anago, il est déjà sur ce plateau en notre compagnie, journaliste, il est analyste. Monsieur Jospezo Anago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci. Et vous répondre à leur façon. Merci pour la disponibilité. Devait être en face de lui, Gilles-Christ Tidji, qui, pour des contraintes de dernière minute, n'a pu honorer le rendez-vous. Mais l'émission va pouvoir bien se tenir, n'est-ce pas, chez téléspectateurs. Alors, pour l'occasion, Landry Salanon, pour sauver les meubles. Landry Salanon, bonjour. Merci et ravi d'être ici pour sauver le meuble. Ah oui, ça fait plaisir. Que ne ferait-on pas pour le bonheur des téléspectateurs? Rendez-vous d'un jour comme celui-ci doit être tenu. Échanger avec les populations à la base sur les sujets d'actualité, la situation sociopolitique du Bénin et sur la gestion des affaires sous le régime Talon. C'est l'exercice, vous le savez, mesdames, messieurs, auquel s'est adonné depuis peu le constitutionnaliste de renom présidentiable pour 2021, Joël Aïvo. Si tout au départ, l'exercice se déroulait sans anicroche, Jospezo Anago, ce n'est plus désormais le cas. Mais pourquoi? Oui, sûrement qu'au départ, le professeur, ou alors la démarche du professeur n'avait pas été bien cernée ou bien comprise par ses potentiels adversaires, me semble-t-il. Sinon, souvenez-vous, à Wenhi, ça a commencé par ne plus tourner rond. C'est-à-dire que le pouvoir en place, le régime en place, a donc commencé par ne plus véritablement comprendre ce qui se passe. Parce que là, il y a comme si le professeur Joël Aïvo prenait de vitesse quelqu'un ou quelque chose. Ça a commencé à Wenhi, où ils ont été obligés de le faire en bordure de chaussée. Et donc, l'incident de Porto Novo vient corroborer le fait que on a aujourd'hui la certitude que quelque part le professeur Joël Aïvo gêne de part. Est-ce que le professionnel des médias ne va pas plutôt vite en blouserie? Non, mais non. On va apprécier ensemble les données évoquées par les forces de sécurité. Oui, Landry Salanon, je le disais à l'entame, cette démarche a commencé comme tout autre sujet, un exercice de rencontre pour mieux informer, écouter la population. Ça se passait dans l'indifférence totale. Et puis, ces forces de l'ordre qui ont commencé par intervenir. Pour certains, ça paraît banal. Est-ce qu'il faut vraiment trop s'y attarder ou bien regarder chacun dans son rôle? Non, pas du tout. Je crois peut-être les deux à la fois. Et mon premier point d'analyse, il serait purement juridique pour savoir. Alors, on a parlé donc d'un dialogue itinérant, oui. C'est-à-dire un être humain, un citoyen qui dispose de ses droits, qui va échanger avec les autres. Je crois qu'il y a quand même plusieurs droits qui sont réunis. Liberté d'expression prévue par la Constitution, article 23, liberté de manifester, voilà, article 25 aussi. Donc on a le droit quand même d'aller échanger, on n'a pas besoin d'un ordre ou de trop. Évidemment, quand c'est dans un lieu public, il faut juste informer les forces de l'ordre pour venir un peu encadrer. Alors, il faut quand même avoir une petite précision par rapport au lieu qui a été choisi, donc je crois, à Porto Novo. Parce que depuis l'incident de Wenhi, qui était dans une école publique, je crois que les organisateurs, sans doute aussi, l'acteur principal, ils ont changé de stratégie. Voilà, parce que de plus en plus, ils tiennent leurs réunions, je crois, dans des domiciles privés, voilà, des gens. Et c'est à ce niveau qu'il faut quand même s'interroger quand on prend un peu ce qui est donc arrivé à Doha, précisément dans le 5e arrondissement. Ils étaient dans un domicile d'un particulier. Et c'est l'article 20 de la Constitution du Bénin qui vous dira que le domicile est inviolable.
Voilà. Nul ne peut y... C'est-à-dire qu'il ne peut y être effectué, évidemment, des perquisitions que dans le cadre des règles, ou j'allais dire des lois qui sont prévues dans la République du Bénin. Donc, on ne peut pas violer le domicile. Alors, donc, quand on tient une réunion dans un lieu clos de cette manière, ça n'est pas sur une voie publique pour appeler à temps, on n'a pas le droit quand même d'aller les interpeller, sauf peut-être dans des cas où il y a peut-être, disons, des situations de débordement. Donc, dans ce cas, je crois en tout cas d'abord qu'il y a sans doute une certaine violation de l'article 20, également des autres que j'ai quand même pu citer, parce que de la Constitution évidemment, et que ces acteurs également qui agissent de cette manière. Alors, vous posez la question, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Oui, parce qu'ils l'ont précisé, ils sont venus juste pour jouer le rôle à eux dévolu. Oui, venir peut-être pour jouer le rôle à eux dévolu. C'est vrai, peut-être que vous dites dans des gens de connaissance, lorsque nous voyons qu'il y a telle ou telle chose, on peut sans doute aller sur le terrain et le faire. Mais je précise une fois encore le lieu aujourd'hui, le lieu dans lequel se tient la manifestation et qui n'a même pas démarré. C'est à ce niveau que se pose aussi le problème, Joël Etonji. C'est-à-dire, avant même le démarrage de cette manifestation, les bâches qu'on voit également les chaises au niveau de la maison, la police, ou j'allais dire, en tout cas la police républicaine était venue un peu plus en amont. Et c'est à ce niveau que se pose donc, comment dit-on, des questions. Est-ce que d'abord, lieu public, je ne sais pas, est-ce qu'il y a débordement sur le lieu et qu'est-ce que la police républicaine soupçonnait, comment dit-on, pour aller le voir? Et quand on a des précédents, Joël dit sur ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'avant évidemment la situation de Porto-Novo, il y avait aussi des cas qu'on a cités donc tout à l'heure, que vous avez cités dans votre introduction. On est bien en droit de se poser cette question en disant, est-ce que c'est uniquement dans le rôle dans lequel est donc investie la police? Est-ce qu'elle était donc allée pour uniquement jouer ce rôle? Je crois qu'au-delà peut-être des prérogatives qui sont reconnues, il y a aussi des raisons politiques sur lesquelles sans doute on reviendra d'un instant à l'autre. On reviendra sur les raisons politiques. Nous restons au niveau des raisons techniques. La police l'a insisté, les échanges, le professeur de droit a dû rappeler, vous l'avez constaté sur le terrain, ses prérogatives que personne ne peut lui dénier. Mais dans le lot, il y a l'un des officiers qui a rappelé au professeur de ne pas oublier qu'au-delà de tout, toute vie compte. Et ce qu'ils font participe aussi de sa sécurité. On peut dire incident clos, non? Non. Lorsque l'officier se préoccupe de votre sécurité, ce n'est pas important. C'est vrai, c'est dans un lieu clos, ça n'a pas commencé. Ils peuvent avoir des informations que le citoyen lambda n'a pas. Non, professeur de droit constitutionnel, ça ne fait pas de vous un agent de sécurité. Non, pas du tout. La sécurité, il y a les règles en matière de sécurité. C'est une norme qui s'applique à ce domaine-là. Ici, nous avions organisé une élection ici, en pleine période de la Covid-19, où le confinement était de rigueur. Pourtant, on a organisé. La sécurité était où? La santé des populations était où en ce moment? Si on veut parler de sécurité ou de santé. Bon, maintenant, quand on revient sur le fait que vous aviez évoqué, chers confrères, je suis désolé de constater que, à tout venant, on trouve des arguments pour cette sortie d'affaires. Et lorsque la police républicaine estime pouvoir se déplacer vers des populations pour assurer leur sécurité, cela ne peut pas se faire lorsqu'on détruit le matériel qui est prévu, n'est-ce pas, pour accueillir une manifestation. Et mon confrère l'a dit tantôt. Est-ce qu'il ne faut pas considérer que ça, c'est, comme on le dit, parfois des brebis galeuses qui se trouvent dans le rang et ne pas généraliser? Non. Écoute, ça ne tient pas debout. Est-ce que vous savez, chers confrères, que dans la même journée de ce samedi 7 novembre, sur le même territoire, 2 autres rassemblements ont pu se tenir sans coup férir. L'un à Djong, l'autre à Sawempodji, toujours par le même professeur et ses femmes. Donc, vous pensez que c'est Porto-Novo qui a voulu jouer le mauvais rôle? Bon, ben, cela est évident. Comme on l'a constaté dans un passé récent, dans la ville de Parakou. Et vous savez, la Cour constitutionnelle était intervenue pour dire on ne peut pas refuser ses droits de se retrouver, de se réunir, de s'éclater, tout ce qu'on veut aux populations. La Cour a tranché. Disons simplement que mon confrère Landry l'a dit tantôt, il s'agit là que de discussions purement politiques, des décisions purement politiques, ni plus ni moins. Ok, je disais que j'allais revenir sur la question, mais puisque vous insistez, est-ce que ça fait vraiment sérieux de vouloir voir l'officier de police dans un rôle politique, alors que jusqu'à preuve du contraire, il y a séparation de pouvoir dans la République? Il s'agit d'un... Ce qui s'est passé, c'est sur commande d'un élu local. Vous voyez,
c'est sur commande d'un élu local. Je le dis de façon aussi triviale. Un chef d'arrondissement qui appelle la police, et c'est pareil aussi à Henri. Pour dire, allez démanteler tout ce qu'il y a là. Et puis la police s'y met. Je suis en train de me demander si notre police est véritablement, à des moments donnés, si elle a véritablement à cœur son rôle républicain. Lorsque la police a à cœur son rôle républicain, je pense que même si l'ordre est manifestement illégal, la police ne l'exécutera pas. Voulez-vous dire que dans le cas d'espèce, l'officier de police aurait pu rétorquer à l'élu local que dans le cas là, nous, on ne pouvait pas intervenir. Oui, parce qu'au regard de la situation qui se profile devant nous, il n'y a pas matière à polémiquer ou à poser problème. On l'a vu ici, un préfet, je ne voudrais pas citer, l'ancien préfet, avait, à un moment donné, refusé qu'une marche se tienne. Et c'est curieusement les officiers ou responsables de la police publique qui avaient laissé faire la marche et l'avaient encadré. Il n'y a pas eu de drame dans Cotonou ici. C'est dire donc que la police est à même d'apprécier mieux une situation qu'un chef de quartier ou qu'un chef d'arrondissement. Donc c'est une décision politique, c'est une commande passée par un élu local et qui a été exécutée par la police. Vous insistez là-dessus. Oui, avant d'aller sur la politique, permettez que je vous pose la question. Oui. Est-ce que les officiers ont manqué de jouer vraiment leur rôle? Écoutez, c'est d'abord heureux de savoir que la police dit je me préoccupe de votre sécurité. On aurait aussi souhaité, en tout cas pour chaque Béninois, quand on dit voilà, on est là pour assurer votre sécurité, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, des arguments peuvent être donnés. Vous savez, Henri Konabedi est en résidence surveillée déguisée. Mais on dit, le procureur Richard Adou d'Abidjan dit, il dit non, il n'est pas en résidence surveillée. C'est vrai, nous le mettons là pour éviter qu'il y ait des troubles. Alors même que le régime juridique même d'une assignation à résidence, c'est quand même certaines notifications qui respectent un certain nombre de normes. Montesquieu ira plus loin, Joël Etonji en disant qu'il y a des mauvaises lois, il faut désobéir. Donc c'est dire que ce ne sont pas les arguments forcément qui manquent dans des situations. Cellou d'Alain Diallo était également cloîtré chez lui, on dit non, on veut éviter les troubles. Il a fallu la CEDEAO quand même pour évidemment, comment dit-on, enlever. Bouniaï a fait 52 jours, cloîtré également chez lui avec de gros conteneurs placardés sur son portail. Donc, on peut toujours dire non, c'est pour éviter les trous, mais les arguments existent. Est-ce que les gendarmes ont bien fait? Il faut quand même une raison pour, comment dit-on, opérer ou bien avancer. Donc, quelle a été la raison qui est avancée? Est-ce que c'est Covid? Attention. Attendez. Ce que vous dites est pertinent, c'est vrai. C'est des faits irréfutables. Ouais. Mais l'officier, on n'oublie non plus, peut avoir des informations que le citoyen n'en donne pas. Je suis d'accord, l'officier peut disposer d'informations, sauf que les informations que vous avez, c'est pourquoi je posais la question. Est-ce que il s'agit peut-être de dire sur ces genres de trucs que vous ne respectez pas, je sais pas, les mesures barrières, il y a peut-être la pandémie de Covid qui sévit, ou bien quelles sont les raisons? On peut dire qu'aucune précision n'a été apportée, on a parlé de la sécurité dans son ensemble. Vous ne pouvez pas, c'est pas se renfermer derrière, c'est pas, peut-être qu'il n'existe pas aussi de prérogatives discrétionnaires, ou je ne sais pas de quel pouvoir discrétionnaire, et dire qu'on déconne des éléments que nous avons. Le flou suscite le doute et la polémique. Quand vous avez des raisons valables sur une situation, vous dites, cher monsieur, nous avons été au courant, bien nous avons peut-être des éléments peut-être sensibles, mais attention, pour telle ou telle situation, vous ne pouvez pas le faire. Mais je dis, les précédents par rapport à Porto-Novo nous renforcent dans notre opinion que ce n'est pas uniquement le rôle qu'a voulu jouer la police. Je remercie d'ailleurs tout à l'heure la police républicaine de se préoccuper de la sécurité du professeur. C'est d'ailleurs très important. Mais arriver aussi à interdire une manifestation pour des raisons qu'on ne comprend pas. Pour moi, c'est au-delà des prérogatives pourraient donc Vous dites qu'il faut regarder du côté du politique. Oui, oui, on y est. Pourquoi du côté du politique? Côté politique, parce que, vous savez, depuis près de 2 ans que le professeur Joël Aïvo a commencé, ces marches, ces rencontres itinérantes avec les citoyens, en faisant donc le tour de tout le Bénin, j'ai bien l'impression qu'on a banalisé un peu cette situation. Les adversaires, les partis politiques, également d'autres acteurs, on se disait non, voilà, c'est un acteur qui va sur le terrain juste échanger. Mais de plus en plus, quand on approche donc cette échéance, et devant aussi un tableau, c'est-à-dire pas du tout enviable, où nous avons que la mouvance qui est là, pas de candidature déclarée, sauf Daniel Eda récemment. Au niveau de l'opposition, les démocrates se cherchent donc à aller, ils courent donc pour un récépissé. Il y a encore d'autres chicanes sur la voie, c'est-à-dire des questions également de parrainage. Donc, devant un tableau politique que nous avons, on commence donc à se poser des questions. Est-ce que Joël Aïvo ne pourrait, en tout cas, est-ce qu'il
progressivement ne tend peut-être pas vers la marina. Lui-même, en tout cas, il dit que je propose quand même une certaine offre à nos populations, tant ils arrivent donc à, comment dit-on, à apprécier. Et à cela, je voudrais ajouter que dans les conditions pour être président de la République, il n'y a pas obligation d'appartenir à un parti politique. Donc, il va aujourd'hui, le professeur, il n'a pas de parti. Évidemment, c'est un citoyen qui y va. Disons, les seules balises aujourd'hui dressées sur son chemin, en tout cas pour la présidentielle, c'est la question du parrainage. Donc, devant ce tableau qui est peint, où sans doute la mouvance a son calendrier, son agenda, son plan pour cette présidentielle, c'est-à-dire l'exclusion que nous observons, on peut peut-être se dire, est-ce que ce monsieur, il n'avance pas trop? Et il faut également lui trouver des chicanes, des balises sur le terrain. C'est politique, je dirais quelque part. Je ne dirais pas que c'est forcément normal, mais je dis que les raisons qui sont avancées pour moi, c'est 2021 qui est dans le viseur. Il faut lui créer de problèmes et de plus en plus, on commence donc à lui dresser des handicaps. Mais attention, on y reviendra, Joël Itonji. C'est comme ça qu'ils ont fait pour davantage rendre Yaya Boni célèbre depuis 2016. En tout cas, on y revient. Des chicanes pour Joël Ivoire. Est-ce qu'il faut vraiment s'y attarder? Landry, vous voudrez répondre à la question, mais avant, vous dites sérieusement, Joël Ivoire, pour reprendre l'expression de quelqu'un, est-ce que ça peut vraiment faire peur? Non, mais ça fait peur maintenant. Non, vous n'avez pas de statistiques, jusqu'à preuve de contraire. Landry l'a dit tantôt. Il y a 2 ans, on n'y prenait pas garde. On n'y croyait même pas. Certains n'y croyaient même pas. Mais il est resté constant dans sa démarche. Et chaque jour, cela s'accentue. Certains se disaient, mais il va se fatiguer après 2 tournées, il va se fatiguer. Il est en train de faire le tour du Bénin pratiquement. Et il n'a pas l'air d'être épuisé. Et mieux, il commence pas à attirer foule. Mais ça, ce n'est pas bien pour le camp d'en face. Le gars attire foule. Et mieux, je ne voudrais pas extrapoler les choses pour dire, au constat, qu'est-ce qu'on remarque? Le samedi 7 dernier, certains ont cru bon de lui interdire de tenir ses rencontres périodiques avec la population. Ou peut-être il devrait se retrouver avec quelques dizaines de personnes, peut-être. Voilà, c'est des milliers qui ont déambulé dans les rues de Porto-Novo. C'est un brouhaha énorme qui a été créé du fait de l'interdiction qui lui a été faite. Vous voyez? Et donc on lui dit... Attention, vous vous réjouissez de cela? On a interdit un regroupement en milieu clos. Oui. On a constaté ce déferlement humain, comme vous l'avez dit, dans qui est non maîtrisable, qui devient non maîtrisable. Ça fait pas sérieux. Ah non, mais ça fait sérieux, puisque ça devient non maîtrisable. Vous voyez? Mais c'est ce qu'on voulait justement éviter. Ça n'a pas pu être évité désormais. C'est cela le problème. Et on l'a vécu dans ce pays. Voilà quelqu'un qui a prévu se retrouver en un lieu clos avec peut-être une cinquantaine, généralement à partir d'une cinquantaine de personnes. C'est ce qu'il faisait. Et puis il se retrouve avec des dizaines de milliers de personnes. Je n'exagère pas. On a vu les vidéos, on a vu les photos. Du fait de ce que certains ont estimé qu'il faille lui interdire de tenir ce meeting en lieu clos. Ça a débordé dans les rues. Il a dit, bon, mais d'accord, qu'à cela ne tienne, je vais donc demander aux populations de ne pas s'adonner à la violence et tout. Je suis arrivé avec un message de paix. Et voilà, ça a dégringolé. Il y a eu un monde fou autour de lui. André Salano, le professeur Sussa, avant de revenir sur les questions de chicane, le professeur ne doit-il pas battre sa couple, lui, qui a fait vivre à Porto-Novo pour apporter un doyen une autre journée d'épiphanie, les voies bloquées et tout ça? Oui, mais c'est à craindre, non? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, vous savez, les émotions, les sentiments comptent très peu. Lorsque vous posez la question tout à l'heure, Jos Perros, évidemment, est-ce qu'il s'en réjouit? Pas du tout. Il évoque juste la conséquence d'une attitude. C'est-à-dire que il aurait peut-être fallu le laisser dans son enclos avec 50 personnes, sans brouhaha, ainsi de suite. Mais vous vous comportez de telle manière. C'est l'interdiction, en tout cas, qui a donné, comment dit-on, tout ce bruit, tout ce vacarme qu'on a observé. Vous parlez même d'épiphanie, certaines célébrations. Dans une rue improvisée, vous avez vu à la fois de curieux, de militaires également, qui étaient là pour dire, nous allons quand même écouter Joël. Et n'oubliez pas, c'était quand même Porto-Novo. C'est sa région d'origine tout de même. Voilà, donc quand on est, comme on le dit, je dirais pas peut-être en territoire conquis, en tout cas d'une région
prétendument, a priori, j'allais dire, qui vous êtes donc acquis ou favorable, voilà, on peut donc s'attendre aussi à ça. Mais je dirais que c'est la conséquence, évidemment, de cette interdiction qui a donné lieu à ce que nous avons donc observé dans les rues. Et c'est pourquoi on les dit toujours, vous le rappelez d'ailleurs, devant des ordres qui sont manifestement illégaux, il faut également désobéir, même le citoyen, la Constitution nous en donne d'ailleurs le droit. C'est pourquoi, quand vous avez aussi parfois des ordres ou des stratégies, il faut les peaufiner, les analyser et de dire, si nous faisons de telle manière, quelle sera peut-être la conséquence ou le résultat. Je n'ai pas l'impression que tous ces contours ont été donc analysés. Et malheureusement, ça a été la joie à la fois de ces militants, sans doute aussi de lui-même, même s'il était venu prêcher donc, comment dit-on, un message de paix, haranguer une foule de telle manière. En tout cas, visiblement, depuis qu'il se déplace, même si des gens bougent, je crois que la Porto Novo samedi dernier a été quand même un cas beaucoup plus exceptionnel. On a vu beaucoup de gens sortir avec autant d'éloges aussi à son endroit, Joël. Oui, l'homme qui disait, mesdames, messieurs, vouloir échanger avec le chef de l'État pour l'informer de comment vivent les Béninois, de la réalité des Béninois, a dû apporter les villes de Porto Novo, on dit, malgré lui. Mais Jos Pezo Anago, lorsque vous, qui vous apprêtez à informer le chef de l'État de ce qui se passe dans chacune des grandes villes du pays, vous vous rendez compte que le chef de l'État, entre-temps, est descendu, a eu l'ovation des bonnes dames. Est-ce que ça fait bien, même si les militants descendent dans les rues, que vous vous adressez encore à eux? Non, mais je crois que, quelque part, sans lire dans la tête du professeur, je dirais, c'est l'objectif qu'il recherche qui est atteint ainsi. Comment? Il a dit, je le sortirai de son bulle. Je l'amènerai vers les marécages du Bénin, les coins les plus reculés du Bénin. Je l'amènerai dans les réalités du pays. Et c'est ça, je suis tenté de dire, est-ce que c'est pas ça que le chef de l'État a écouté et qu'il allait faire? C'est-à-dire, le professeur Joël Aïvo n'a pas dit, je voudrais maintenir le chef de l'État dans sa tour d'ivoire. Non, je voudrais l'en sortir. Et le chef de l'État qui n'en a pas l'habitude, parce que ne me dites pas que vous le voyez en dehors du palais d'Arc-Ruc aller au contact des populations. Et le professeur s'en plaignait. Et là, il a dit, il faut que je, de par mes constats et autres, je puisse le sortir de sa tour d'ivoire. Et il a presque réussi à le faire, dans la mesure où on a vu le chef de l'État sortir en manteau, certains disent précolonial, il est allé au-devant de son peuple, ce que demandait précisément le professeur Joël Aïvo. Et puis le week-end, certains l'ont vu, senti à Paracou. Alors, jeudi prochain. Je dis, mais l'objectif est atteint. Et le professeur Joël Aïvo ne peut que s'en réjouir, me semble-t-il, puisque c'est ça il demandait de tous ses voeux. Et donc, la même question, je vais vous la poser. Oui, pour la partie septentrionale, ça va être pour cette semaine, le jeudi prochain, si tout va bien. Jos Pezo Anago, mais Landry Salanon, lorsque vous avez pour objectif de faire toucher du doigt au chef de l'État le quotidien des Béninois, et que le chef de l'État, par lui-même, va au contact des populations, est-ce que cela n'aurait pas été plus sage de la part du professeur de ne pas effectuer sa descente du week-end passé? Non, mais Joël Aïvo avait son agenda. Il fait une tournée itinérante depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut circuler les arrondissements et les communes. Donc, ce n'est pas la sortie de Patrice Talon qui doit écourter ou bien modifier lui son agenda. Il déroule également son agenda et je crois qu'il y a sans doute aussi plusieurs autres communes ou plusieurs arrondissements qu'il visitera. Souvenez-vous, dans sa tribune, Joël Aïvo disait que Patrice Talon ne connaît pas le Bénin. Il ne connaît pas évidemment le Bénin et qu'il est cloîtré au niveau de ces 4 murs du palais. Justement, il est sorti de son bureau. Non, ce que Patrice Talon même disait en 2016 à Lionel Zinsou au cours du débat face à face. Monsieur Zinsou, vous ne connaissez pas le Bénin. Joël Aïvo lui a dit aussi, vous ne connaissez pas le Bénin, Monsieur le Président, parce que j'estime que tout que j'ai fait, il a voulu démentir, Joël. En plus, il a été ovationné. Ce n'est pas uniquement en venant dans quelques marchés de Cotonou qu'on connaît le Bénin, pas du tout. Et on a toujours dit que ça a été une grosse erreur de communication de la part et de stratégie aussi de ce régime, de fait notamment tout le contraire de ce que Boni Yahi faisait. C'est l'homme populiste, et moi je viens, non, c'est la norme communication, je ne parle pas du tout. Mais Patrice Talon se rend aujourd'hui qu'on ne reste pas dans les 4 buts au niveau du palais pour gagner une élection et que quelque part il a besoin d'aller rencontrer les gens, au moins de les écouter. Donc, Aïvo, dans sa tribune, quelque part, lui a dit, Monsieur le Président, je veux peut-être vous aider également à mieux peaufiner votre stratégie ou bien à mieux gagner cette élection en allant au contact des populations. Donc, je crois évidemment que
lorsqu'un agenda est déjà préétabli, ça n'est pas uniquement une telle sortie qui peut évidemment bouleverser ou échanger le calendrier que l'on a prévu. Et semble-t-il, c'est ce qu'aurait fait donc l'équipe, et notamment du professeur Joël Aïvo. Alors Joël Aïvo, vous l'avez dit, a pu s'entretenir avec la foule, un agenda imprévu, mais des messages forts. Il disait entre autres d'aller transmettre à qui de droit qu'ils n'ont pas hérité d'un pays tel le conduisent aujourd'hui. En tout cas, ils auraient hérité d'un pays pacifique, un pays de liberté, et de travailler à le transmettre ainsi. Je voudrais vous demander, vous n'êtes pas son porte-parole, mais vous ne trouvez pas les propos un peu outranciers? Qui a dit par exemple à Joël Aïvo que le chef de l'État a fini son job? Pourquoi il demande à ce qu'on transmette un pays de façon pacifique? Oui, mais reconnaissons, chers confrères, qu'en 2016, au moment où l'actuel chef d'État prenait les rênes du pouvoir, le pays était un pays de paix. Les Béninois allaient, venaient. La presse était quand même libre, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les syndicalistes manifestaient. Les magistrats avaient la liberté, la latitude de dire ce qui n'allait pas. Et j'en citerai encore d'autres. Bon, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde avant 2016 et après 2016, c'est le jour et la nuit en matière de respect des droits humains ou des libertés. Et donc, que le professeur ou quelqu'un d'autre demande à ce que le pays soit restitué tel qu'il était, ben, ce n'est que de droit. Et il ne lui revenait pas à lui seul. Il revient à chaque Béninois, épris de paix, de justice, d'équité ou de cohésion nationale, de réclamer qu'on retourne le pays tel que c'était. Bon, lui, on le pressent candidat, Joël Aïvo, même si officiellement il ne l'a pas dit. Alors, lorsqu'il vient dire à quelqu'un, dont on dit officiellement à des partis l'accompagnant qui sera candidat, lorsqu'il vient dire, d'aller lui dire de transmettre le pays, est-ce que ce n'est pas trop demandé? Ah non, mais il est dans son rôle. Il est même allé jusqu'à dire, en 2020, qu'il prend le pouvoir pour restaurer la démocratie et l'état de droit. Et il a dit... Vous le trouvez dans son rôle? Mais tout à fait, il ne s'en cache pas. Sérieusement, on revient... Non, je crois d'ailleurs qu'avant, disons, ses propos avancés à Porto Novo, il avait déjà dit dans sa tribune, c'est-à-dire, il dit, est-ce que, monsieur le président, vous devez aviser? Il dit, non, je crois que vous ne devez pas aviser parce que le visage de votre bilan le prouve, c'est-à-dire que le peuple a rejeté. Donc, pour vous, vous ne devez plus aviser. Donc, pour lui, Patrice Talon ne devrait plus être candidat ou bien n'est pas candidat. Vous êtes sûr que Joël Aïvo connaissait les chiffres par rapport à l'emploi? Parce que c'est les griefs portés contre Patrice Talon. On attendait l'INSAE désormais faire plus de 800 000 emplois créés en 4 ans. Est-ce que ça ne mérite pas un bonus, monsieur Landry Salano? Non, vous savez, ce que l'on déploie ici, ou ce que l'on dit, ce n'est pas uniquement sur, disons, quelques emplois. On parle même de 200 000 emplois formels. On a ajouté les emplois informels, c'est-à-dire en disant près de 500 000, vous voyez, pour 800 000 pour gonfler. Voilà. Reste que je reconnais, mais si ce sont des emplois précaires, ça peut quand même aider un peu à mieux stabiliser. Mais ce dont il s'agit, ce n'est pas uniquement sur le plan social ou bien économique. Il y a la question de la démocratie. Vous savez, vous avez beau avoir des milliards, dès que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas être normal. Donc la liberté précède et même avant tout. Soyez libre pour pouvoir vous exprimer et parler. D'ailleurs, être beaucoup plus positif. Mais lorsque si vous devez vous exprimer, il faut peut-être avoir peur. Lorsque vous êtes un homme riche, il faut peut-être cacher son argent, aller le mettre dans des comptes offshore ailleurs. Lorsque vous êtes peut-être un mécène ailleurs, il faut, il y a quelques années aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de réticence en disant non, je ne dois pas vous aider parce que c'est qu'on scrute mes comptes, tout est peut-être rouge. Dans quel pays sommes-nous où on disait que c'est de la surveillance partout? Mais c'est ça, c'est-à-dire que l'atmosphère qui est donc mise en place depuis 2016, c'est une atmosphère de surveillance, c'est-à-dire de peur, vous voyez. Et quand vous êtes donc dans un système, dans un monde ou bien dans un pays, on ne peut pas être libre de gouverner. Donc, ce que l'on demande, c'est à la fois les libertés, la restauration de la démocratie, qui passe également par les règles ouverte, c'est-à-dire que la compétition ait lieu, comme lui-même, Patrice Talon en a bénéficié pour quand même venir en 2016. Et on est en train d'alerter Joël Itoji. Voyez ce qui s'est passé en 2019. Attention, n'allez pas. 2020 également, on est allé mettre des dispositions telles que 10%, alors que ce sont des élections locales. Incongruité totale, anachronique. Vous ne verrez, en tout cas, pour ce que
On a pu vu également l'avis que partagent beaucoup d'experts. Vous ne pouvez jamais voir de telles dispositions figurer. Et même quand on entend désormais qu'il se pourrait que Patrice Talon n'aille même pas à cette élection sous la bannière d'un parti ou de leur. Attention, on attend peut-être voir cette hypothèse de se réaliser pour se dire, est-ce que ce n'était pas de l'ANAC, totalement les deux partis mis en place, juste pour atteindre un objectif. Et vous avez des hommes qui servent donc cette cause et qui soutiennent ces actions du chef de l'État. Donc, je dirais, pour revenir principalement à ce sujet, que ce que dit Aïvo, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Pour lui, Patrice Talon ne devrait donc pas, comment dit-on, aviser. C'est passé. Et 800 000 emplois, des chiffres sur lesquels on doute d'ailleurs, parce qu'on avance des chiffres aujourd'hui sur lesquels on doute. La profession nous enseigne quand on n'a pas d'éléments contradictoires, on peut peut-être s'abstenir, mais on ne peut pas m'empêcher de douter. Et moi, je me dis, sur ces chiffres de 800 000, je doute. Voilà. On voudrait peut-être voir le patron de l'INSAE venir nous détailler, voilà, dans quelle chose on a créé. Puisque ce que nous, on sait, en tout cas, le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a plus d'emplois détruits que de créés depuis 2016. Alors, oui, la question, elle reste, je trouve, Jospé Soadango. Qui dit si le tableau qui est présenté est d'ailleurs relayé déjà par plusieurs voix et parfois par certaines structures, si le tableau est celui-là, qui dit que Patrice Talon ne peut pas se rattraper par la suite? Cher confrère, vous le dites avec une pointe de doute aussi, cela me rassure. Et pour dire ceci, il y a eu des chiffres qui ont circulé, ou d'ailleurs il y a un de ces chiffres qui fait marrer, on dit le Bénin a été nominé pays où il fait le mieux vivre, par exemple. Mais lorsque on le dit, si un intellectuel a le courage d'aller le dire aux abords de Bédiro Médé ou quelque part vers ça, ouais, je me demande à quelle sauce il sera mangé. Donc, c'est dire que on évoque des chiffres qui, comparés à la réalité que vivent les Béninois, ne veulent pratiquement rien dire. Et donc, moi, je laisse les chiffres à ceux qui aiment les chiffres là, dont on connaît les effets immédiats sur la vie quotidienne que nous menons. Et je reviens à la réalité pour dire ceci. Ben, s'il y a 8 000 emplois aujourd'hui de créer... 800 000. 800 000, pardon. 800 000 emplois. Vous imaginez pratiquement... ça tend vers le million. Alors, enfin, ce serait extraordinaire. Dans les faits, que constatent les Béninois? C'est aussi simple. Et donc, regardons les Béninois. Allons leur demander, bon, mais dans combien de foyers y a-t-il eu des gens qui ont trouvé de nouveaux emplois? C'est pas compliqué que cela. Et donc, est-ce que dans chaque maison, dans chaque foyer, quand chacun de nous se réveille autour de lui, il y a des gens qui gagnent de nouveaux emplois? Moi, je préfère plutôt regarder ces réalités que de lire les chiffres. Parce que les chiffres, c'est pas ce qui manque de circuler depuis 2016. Et c'est ceux qui arrangent, qui sont donc évoqués et magnifiés. Ceux qui n'arrangent pas, on n'en parle pas. Je ne voudrais pas faire de l'extrapolation pour dire le dernier classement 2020 de Reporters sans frontières, nous avions encore dégringolé, par exemple. Pourquoi on n'exhibe pas ces chiffres? Ça, voilà des chiffres qui ne souffrent de rien, de contestation, parce que c'est des chiffres qui ont été manipulés, réglés par des mécanismes éprouvés dans le monde entier. Par exemple, nous sommes encore redescendus. Ça, c'est des chiffres. Bon, ici, nous allons confronter ces chiffres-là avec quel autre élément de comparaison? Il n'en existe pas. Donc, moi, je suis en train de me dire, nous nous attardons pas sur ces chiffres. Regardons la réalité. Est-ce qu'il fait mieux vivre aujourd'hui ou est-ce qu'on a plus d'emplois aujourd'hui au Bénin? Plus qu'avant 2016. La réponse, je voulais deviner. Donc, cela ne me meut guère. Et donc, je me dis, il vaut mieux plutôt regarder ce que nous vivons et le comparer à la réalité. Donc, ces chiffres... Pas de chasse aux sorcières pour revenir au quotidien des Béninois. Promesse, dit-on, de Patrice Talon. Joël Aïvo pense que là-dessus, le chef de l'État aurait échoué. Il y a malheureusement, rapporte-t-il, aujourd'hui des exilés politiques. Il y en a qui sont jetés en prison, d'autres condamnés. Il se veut le porte-voix de tout cela. Oui, et tout à fait. Mais il y a des cas qui sont là, flagrants. Vous vous rappelez, chers confrères, qu'il y a quelques mois, un responsable territorial de la ville de Cotonou a été au cœur du bradage de domaines publics qu'un citoyen aurait acquis, lequel citoyen est dans les liens, enfin du moins qui est emprisonné à l'heure où je vous parle, il a une copie de 5 ans. Ce responsable territorial, pour ne pas citer le préfet à l'époque, en ce moment, a recouvré toute sa liberté, il va, il vient, mais l'autre qui n'a été qu'un acheteur,
se retrouve en prison pour encore je ne sais combien d'années. Quelqu'un est en prison en ce moment pour une bouteille de champagne évaluée à 70 000 francs CFA pour je ne sais encore combien de temps. Au moment où d'autres arpentent les rues de Cotonou, qui avaient été donc identifiés comme étant au cœur de malversations. Il y a l'affaire PPA 2, par exemple, qui est là. Tous ceux qui avaient été cités ont pion sur rue aujourd'hui. Mais donc, lorsque le professeur Joël Ivoire, dans cette sortie, dit qu'il va restaurer l'état de droit, ceux qui ont été injustement emprisonnés vont recouvrer leur liberté. Ceux qui ont été contraints à l'exil vont pouvoir recouvrer leur dignité et autres. Moi, je pense qu'il est dans son droit. Le constitutionnaliste n'en dit pas un peu de trop. Non, pas du tout. Sur la question, comment dit-on, des exilés, c'est un débat, c'est un secret de Polichinelle, c'est un vieux débat. Vous voyez. Au-delà, c'est vrai que beaucoup plus quand on en parle, il y a un accent qui est mis souvent sur les grosses cylindrées, comme on dit. Voilà, Javon, Komikuchi, Genotin, Liadi, voilà, beaucoup de gens qui sont donc à l'extérieur. Mais au-delà de ça, également des gens qui sont donc en prison, privés de leur liberté. Il y en a tellement. Mais allez à la prison d'Apro-Misrité, les gens vous disent, mais la prison... elle est bondée, vous en avez suffisamment. Vous avez des gens qui croupissent, que ce soit peut-être partout dans les prisons. Que l'emprisonnement est devenu la règle? Même si c'est pas devenu la règle, pour peu de choses aujourd'hui, on envoie à prison. C'est-à-dire pour avoir essayé, un peu comme l'a fait pour le niveau du procureur, c'est-à-dire commenter les propos du procureur. Souvenez-vous, il y a Soso a passé près de 6 mois parce que le procureur a dit ça a créé en lui une détresse émotionnelle. Vous voyez, au niveau de ces dispositions de article 551 du code du numérique. Donc il y a quand même des problèmes qui se posent, c'est-à-dire que sous le couvert des lois, on envoie rapidement en prison pour dire... Et ça, j'appelle ça de... Comment dit-on? C'est contraire à la démocratie, c'est de l'intimidation, vous voyez. Juste empêcher les gens de dire trucs. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est un retour un peu à la case des pardons. C'est une vérité, il n'en dit pas du tout de plus. Et ce qu'on demande simplement, c'est que les gens recouvrent leur liberté parce qu'il n'y a pas meilleure chose quand même que de voir des gens beaucoup plus libres. Et c'est d'ailleurs ça qui détermine tout. Et je conclue d'ailleurs sur ce point en disant... mais l'acte est peut-être bien apposé, même si on peut dire non, ils ont maille à partir avec la justice, ce n'est pas non, il y a séparation de pouvoir, on connaît comment tout cela fonctionne et comment ça se fait. Mais je dis souvent, c'est vrai, vous posez l'acte, ils sont en prison, mais ce qui vous attend aussi, c'est qu'est-ce que vous faites de ces milliers de gens qui sont quand même aussi en prison et dont il y a certains dont les peines sont donc en train de finir et qui bientôt aussi vont recouvrer leur liberté. C'est peut-être vrai qu'au passage, on aurait détruit beaucoup de choses chez elles, eu des vies peut-être gâchées, des familles peut-être qui se sont envolées. On aurait peut-être aussi rempli son obligation. Mais la question que se pose, c'est de savoir est-ce qu'on a autant de besoin de poser donc de ces gens d'actes pour atteindre les résultats dont on a besoin? Je crois que non. Oui, Joël Ivoire, très remonté, il pense que la justice mérite mieux l'homme de droit. Plutôt triste pour ce que l'appareil judiciaire est devenu. La tribune, est-ce qu'elle est vraiment indiquée, cette tribune? Non, mais c'est une analyse dépouillée de tout sentimentalisme. Et nous vivons ces réalités qu'il a évoquées. Nous les vivons au jour le jour. Maintenant, si parmi nous, il y en a qui... Est-ce qu'il ne peut pas faire un peu d'économie de vérité? Non, il n'y a pas d'économie. Le qui est de la grande maison. Non, mais lorsqu'il aura fait économie de vérité, nous serons les tout premiers à le lui reprocher. Et donc, il ne peut que dire ce qui est. Et lorsque le professeur Joël Ivoire aurait maquillé certains faits, nous serons là pour les lui rappeler, dans la mesure où nous vivons ces réalités. La maison de justice, à quel visage aujourd'hui? Le Conseil supérieur de la magistrature, vous voyez comment ça se présente. Les magistrats, existent-ils encore? Enfin, j'exagère un peu pour dire l'UNAMAB, j'ai fini par oublier même l'appellation. C'est bien l'appellation, vous êtes sur la bonne voie. UNAMAB, c'est bien ça. UNAMAB, j'ai fini par en oublier l'appellation dans la mesure où... regretter un certain Michel Adiaka. Oui, voilà, par exemple. Aujourd'hui, c'est personnages ou ces personnalités qui font bouger les choses dès que ça ne va pas dans un sens ou dans l'autre n'existent plus pratiquement aujourd'hui. On les a mis au silence. C'est ça la justice que nous voulons pour notre pays. Pourtant, en campagne, le chef d'État a dit la justice sera renforcée, la justice fera son job. On n'en est pas là aujourd'hui. Et donc, toutes ces promesses étaient rien que de belles promesses, même en direction de la presse. Il a été tellement évoqué de belles choses, aucune n'est aujourd'hui réalisée, par exemple. Et donc, lorsque quelqu'un
promet de se mettre au devant pour parler au nom des populations, aller les écouter et reporter leurs désirs ou leurs remarques, je ne vois en quoi cela pourrait être assimilé à de l'anarchie ou tout ce qu'on veut. Vous voyez, il y a un peu plus de 2 ans en arrière, personne ne parlait plus dans ce pays. Il n'y avait pas de Joël Aïvo. Le gars se pointe, on n'y a pas cru au départ. Il commence par affiner sa démarche, il commence par accentuer la pression, et puis hop, là maintenant, on cherche par tous les moyens à lui mettre le bâton dans les roues. Et ce n'est que le début. J'espère qu'il est bien préparé pour assumer le tout. Vous craignez le pire pour l'homme, mais monsieur Landry Salanon, pendant qu'on se projette dans l'avenir, est-ce que l'on n'a pas tous droit à une seconde chance? Et de ce point de vue, ne faudrait-il pas accorder une seconde chance à l'actuel locataire du palais de la Barina? Non, vous savez, ce débat, on l'a toujours fait. Patrice Talon a droit d'être candidat. Voilà. Il a le droit constitutionnellement. Ce qu'on demandait, c'est de respecter quand même l'engagement qu'il avait pris. On s'il dit non, je ne respecte pas, en tout cas pour d'autres raisons, peut-être convenance personnelle à lui, reste que juridiquement, il a le droit. Donc il n'y a pas de... Même on s'est dit, mais monsieur le président, vous avez le droit. C'est-à-dire, vous avez d'abord dit tout ce que j'ai dit, même le jour où je prêtais serment, bon, ça compte plus pour moi. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être pour raison de convenance, c'est avec le chef de cabinet. Non, il n'a jamais dit ça. Comment? Il n'a jamais dit que tout ce qu'il a dit en prêtant serment ne compte plus aujourd'hui pour lui. Mais non, pas du tout. Je dis s'il advenait. S'il advenait. Officiellement, nous attendons le dossier évidemment, même si ce ne sera plus une surprise pour nous, on attend sans doute la déclaration officielle de candidature du chef de l'État, Patrice Talon, pour être beaucoup plus affirmatif. Mais avec les éléments que nous avons, sa candidature, visiblement, ne pose plus de problème. Mais je dis non. Juridiquement, il a le droit. Mais ce qu'on demande quand même au chef de l'État, mais vous avez d'abord dit je ferai un mandat. Vous avez dit non, je ne fais plus. Bon, il n'y a pas de souci. Mais là, vous allez encore empêcher la compétition. Mais quand même, on ne peut pas tout interdire à la fois aux gens, non. Vous le dites, mais il faut permettre la compétition. Et si Patrice Talon sollicite le suffrage universel et que les Béninois le disent, comment dit-on? Oui, monsieur le président, nous vous accordons. Oui, moi je n'ai qu'un seul bulletin de vote. Voilà. Comme peut-être beaucoup d'autres personnes aussi, j'en ai pas 2. Voilà. Donc, il faut quand même permettre aux gens de s'exprimer, de dire oui, monsieur le président, nous vous acceptons dans la joie, parce qu'il ne sert à rien d'avoir un mandat perturbé, c'est-à-dire à n'importe quel bruit, il faut peut-être être apeureux de demander qu'est-ce qui se passe. Je ne sais même pas comment Ouattara réussira à gérer d'abord cette situation où jusqu'à présent personne ne le félicite. Voilà, aucun chef d'État, même africain, même ses voisins, n'est capable de dire, monsieur le président, nous vous félicitons. Est-ce que vous avez jamais vu une situation à 78 ans, comment il compte donc gérer cela? Donc, il ne sert à rien de brutaliser et de penser vivre, comment dit-on, gérer des situations en étant tout le temps apeuré. Moi, j'aime quand même beaucoup ma liberté, j'aime quand même être, comment dit-on, beaucoup plus à l'aise. Donc, je dis, Patrice Talon a droit à un second mandat, il faut qu'il s'adresse au peuple et non empêcher la compétition. C'est ce qu'on demande. Oui, Jos Pezo, la même question. Ne faudrait-il pas accorder simplement une seconde chance à l'homme? Tout ce qu'on lui reproche, lui reverser cela et écouter un peu son engagement. Un nouvel engagement. La question ne me semble pas être dans le sens de lui accorder une seconde chance, non. Veut-il compétir? Ok, s'il est d'accord, il se met en position de compétition. Et en face de lui, qui est d'autres compétiteurs. Et puis, on laisse chacun y aller. Et après, on fait le décompte. Refuser cela en y mettant des parrainages et tout ce qu'on veut, c'est là où il y a de la triche qui ne dit pas ça non. Si vous devez conclure? Je dirais au président de la République qu'il a tout le droit d'être candidat, mais qu'il ouvre les jeux. Merci à vous, Jos Pezo Anago. Oui, Landry Salanon. Donc, je dirais qu'en observant le précédent, c'est-à-dire le régime de la rupture, a renforcé la popularité de Boni Yayi depuis qu'il est là, en s'attaquant systématiquement à Boni Yayi dans tous ses actes. On dirait que c'est la hantise pratiquement du régime. Si le régime veut faire la même chose également pour Joël Aïvo, en tout cas, ce serait une bonne stratégie pour son équipe, hein, mais du point de vue de la communication, si c'est la même chose, c'est-à-dire lui mettre des chicanes le nuit, ils vont également élever la cote de Joël Aïvo. Je crois que ce sera tout bénéfice pour lui. Peut-être qu'il sera en train de dire, mais pourquoi dis-tu ça, Landry? Merci à vous, Landry Salanon. Jos Pezo Anago, ce fut un plaisir, regard croisé de confrères ce matin. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, en tout cas, l'aventure se poursuit aux fausses compagnies sur cette citation d'Henri Frédéric Amiel. Quand la vie, dit-il, cesse d'être une promesse, elle ne cesse pas d'être une tâche. Son vrai nom devient épreuve et chacun doit y faire face conséquemment. Prenez soin de vous. À très bientôt.